Mais ce n'est pas tout. Elles permettant la dissociation caractéristique de tout le savoir contemporain sur l'homme entre la conscience et la représentation. Elles définissent la manière dont les empiricités pouvant être données à la représentation, mais sous une forme qui n'est pas présente à la conscience. La fonction, le conflit, la signification sont bien la manière dont la vie, le besoin, le langage sont redoublés dans la représentation. Mais sous une forme qui peut être parfaitement inconsciente. D'autre part, elles définissent la manière dont la finitude fondamentale peut être donnée à la représentation sous une forme positive et empirique, mais non transparente de la conscience naïve. Ni la norme, ni la règle, ni le système ne sont donnés à l'expérience quotidienne. Ils la traversent, donnant lieu à des consciences partielles, mais ne pouvant être éclairées entièrement que par un savoir réflexif, de sorte que les sciences humaines ne parlent que dans l'élément du représentable, mais selon une dimension consciente, inconsciente, d'autant plus marquée qu'on essaye de mettre au jour l'ordre des systèmes, des règles et des normes. Tout se passe comme si la dichotomie du normal et du pathologique tendait à s'effacer au profit de la bipolarité de la conscience et de l'inconscient. Il ne faut donc pas oublier que l'importance de plus en plus marquée de l'inconscient ne comprend en rien le primat de la représentation. Cette primauté, cependant, soulève un important problème. Maintenant que les savoirs empiriques, comme ceux de la vie, du travail et du langage, échappant à sa loi, maintenant qu'on essaye de définir hors de son champ le mode d'être de l'homme. Qu'est-ce que la représentation, sinon un phénomène d'ordre empirique qui se produit en l'homme et qu'on pourrait analyser comme tel? Et si la représentation se produit en l'homme, quelle différence y a-t-il entre elle et la conscience? Mais la représentation n'est pas simplement un objet pour les sciences humaines. Elle est, comme on vient de la voir, le champ même des sciences humaines,
et dans toute leur étendue. Elle est le socle général de cette forme de savoir, ce à partir de quoi il est possible. De là deux conséquences. L'une est d'ordre historique. C'est le fait que les sciences humaines, à la différence des sciences empiriques depuis le 19e siècle, et à la différence de la pensée moderne, n'ont pu contourner le primat de la représentation. Comme tout le savoir classique, elles se logeant en elles. Mais elles n'en sont pas du tout les héritières ou la continuation, car toute la configuration du savoir s'est modifiée et elles ne sont nées que dans la mesure où est apparu avec l'homme un être qui n'existait pas auparavant dans le champ de l'épistème. Cependant, on peut comprendre pourquoi à chaque fois qu'on veut se servir des sciences humaines pour philosopher, reverser dans l'espace de la pensée ce qu'on a pu apprendre là où l'homme était en question. On mime la philosophie du XVIIIe siècle, dans laquelle l'homme pourtant n'avait pas de place. C'est qu'en étendant au-delà de ses limites de domaine de savoir de l'homme, on étend de même au-delà de lui le règne de la représentation. Et on s'installe à nouveau dans une philosophie de type classique. L'autre conséquence, c'est que les sciences humaines, en traitant de ce qui est représentation, sous une forme consciente ou inconsciente, se trouvant traités comme leur objet, ce qui est leur condition de possibilité. Elles sont donc toujours animées d'une sorte de mobilité transcendantale. Elles ne cessent d'exercer à l'égard d'elles-mêmes une reprise critique. Elles vont de ce qui est donné à la représentation, à ce qui rend possible la représentation, mais qui est encore une représentation, si bien qu'elle cherche moins, comme les autres sciences, à se généraliser ou à se préciser, quoi se démystifier sans arrêt, à passer d'une évidence immédiate et non contrôlée à des formes moins transparentes, mais plus fondamental, ce cheminement quasi-transcendantal se donne toujours sous la forme du dévoilement. C'est toujours en dévoilant que par contre-coup elles pouvant se généraliser ou s'affirmer jusqu'à penser les phénomènes individuels à l'horizon de toute science humaine.
il y a le projet de ramener la conscience de l'homme à ses conditions réelles, de la restituer au contenu et aux formes qui l'ont fait naître et qui s'esquivent en elle. C'est pourquoi le problème de l'inconsciente, sa possibilité, son statut, son mode d'existence, les moyens de la connaître et de la mettre au jour, n'est pas simplement un problème intérieur aux sciences humaines et qu'elles rencontreront au hasard de leur démarche. C'est un problème qui est finalement coextensif à leur existence même, une surélévation transcendantale retournée en un dévoilement du non-conscient et constitutif de toutes les sciences de l'homme. Peut-être trouverait-on là le moyen de les cerner en ce qu'elles ont d'essentiel, ce qui manifeste en tout cas le propre des sciences humaines. On voit bien que ce n'est pas cet objet privilégié et singulièrement embrûlé qu'est l'homme, pour la bonne raison que ce n'est pas l'homme qui les constitue et leur offre un domaine spécifique, mais c'est la disposition générale de l'épistème qui leur fait place, les appelle et les instaure. Leur permettant ainsi de constituer l'homme comme leur objet. On dira donc qu'il y a science humaine, non pas partout où il est question de l'homme, mais partout où on analyse, dans la dimension propre à l'inconscient, des normes, des règles, des ensembles signifiants qui dévoilent à la conscience les conditions de ses formes et de ses contenus. Parler de science de l'homme. Dans tout autre cas, c'est pur et simple abus de langage. On mesure par la combien sont vaines et odieuses toutes les discussions encombrantes pour savoir si de telles connaissances pouvant être dites réellement scientifiques et à quelles conditions elles devraient s'assujettir pour le devenir. Les sciences de l'homme font partie de l'épistème moderne comme la chimie ou la médecine ou telle autre science, ou encore comme la grammaire et l'histoire naturelle faisant partie de l'épistème classique. Mais dire qu'elles font partie du champ épistémologique signifie seulement qu'elles y enracinent leur positivité, qu'elles y trouvent leurs conditions d'existence, qu'elles ne sont donc pas seulement des illusions,
des chimères pseudo-scientifiques, motivées au niveau des opinions, des intérêts, des croyances, qu'elles ne sont pas ce que d'autres appellent du nom bizarre, d'idéologie. Mais cela ne veut pas dire pour autant que ce sont des sciences. S'il est vrai que toute science, quelle qu'elle soit, quand on l'interroge au niveau archéologique et quand on cherche à désensabler le sol de sa positivité, révèle toujours la configuration épistémologique qui l'a rendu possible. En revanche, toute configuration épistémologique, même si elle est parfaitement assignable en sa positivité, peut fort bien n'être pas une science. Elle ne se réduit pas de fait même à une imposture. Il faut distinguer avec soin trois choses. Il y a les thèmes à prétention scientifique qu'on peut rencontrer au niveau des opinions et qui ne font pas ou plus partie du réseau épistémologique d'une culture. À partir du XVIIIe siècle, par exemple, la magie naturelle a cessé d'appartenir à l'épistème occidentale, mais elle s'est prolongée longtemps dans le jeu des croyances et des valorisations affectives. Il y a ensuite la figure épistémologique dont le dessin, la position, le fonctionnement pouvant être restitués en leur positivité par une analyse de type archéologique. Et à leur tour, ils peuvent obéir à deux organisations différentes, les unes présentant des caractères d'objectivité et de systématicité qui permettent de les définir comme science. Les autres ne répondant pas à ces critères, c'est-à-dire que leur forme de cohérence et leur rapport à leur objet sont déterminés par leur seule positivité. Celles-ci ont beau ne pas posséder les critères formels d'une connaissance scientifique, elles appartiennent pourtant à un domaine positif du savoir. Il serait donc aussi vain et injuste de les analyser comme phénomènes d'opinion que de les confronter par l'histoire ou la critique aux formations proprement scientifiques. Il serait plus absurde encore de les traiter comme une combinaison qui mélangerait selon des proportions variables
des éléments rationnels et d'autres qui ne le serions pas. Il faut les remplacer au niveau de la positivité qui les rend possibles et détermine nécessairement leur forme. L'archéologie a donc à leur égard deux tâches. Déterminer la manière dont elles se déposent dans l'épistème où elles s'enracinent. Montrer aussi en quoi leur configuration est radicalement différente de celle des sciences au sens strict. Cette configuration qui leur est particulière, il n'y a pas à la traiter comme un phénomène négatif. Ce n'est pas la présence d'un obstacle, ce n'est pas quelques déficiences internes qui les font échouer au seuil des formes scientifiques. Elles constituent leur figure propre à côté des sciences et sur le même sol archéologique d'autres configurations du savoir. De telles configurations on a rencontré des exemples avec la grammaire générale ou avec la théorie classique de la valeur. Elles avaient le même sol de positivité que la mathématique cartésienne, mais elles n'étaient pas des sciences. Du moins, pour la plupart de ceux qui étaient leurs contemporains, c'est le cas aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences humaines. Elles dessinent quand on fait l'analyse archéologique des configurations parfaitement positives, mais qu'on détermine ces configurations et la manière dont elles sont disposées dans l'épistème moderne. On comprend pourquoi elles ne peuvent pas être des sciences. Ce qui les rend possibles, en effet, c'est une certaine situation de voisinage à l'égard de la biologie, de l'économie, de la philologie ou de la linguistique. Elles n'existent que dans la mesure où elles se logent à côté de celle-ci. Ou plutôt en dessous, dans leur espace de projection. Elles entretiennent cependant avec elles un rapport qui est radicalement différent de celui qui peut s'établir entre deux sciences connexes ou affines. Ce rapport, en effet, suppose le transfert de modèles extérieurs dans la dimension de l'inconscient et de la conscience et le réflexe de la réflexion critique vers le lieu même d'où viennent ces modèles. Inutile donc de dire que les sciences humaines
sont de fausses sciences. Ce ne sont pas des sciences de tout. La configuration qui définit leur positivité et les enracine dans l'épistème moderne les mettent en même temps hors d'état d'être des sciences. Et si on demande alors pourquoi elles ont pris ce titre, il suffira de rappeler qu'il appartient à la définition archéologique de leur enracinement qu'ils appellent et acquilant le transfert de modèles empruntés à des sciences. Ce n'est donc pas l'irréductibilité de l'homme, ce qu'on désigne comme son invincible transcendance, ni même sa trop grande complexité qui l'empêche de devenir objet de science. La culture occidentale a constitué, sous le nom d'homme, un être qui, par un seul et même jeu de raison, doit être domaine positif du savoir et ne peut pas être objet de science. Doit être domaine positif du savoir et ne peut pas être objet de science. Part 4. L'histoire. On a parlé des sciences humaines. On a parlé de ces grandes régions qui délimitent à peu près la psychologie, la sociologie, l'analyse des littératures et des mythologies. On n'a pas parlé de l'histoire, bien qu'elle soit la première et comme la mère de toutes les sciences de l'homme. Bien qu'elle soit aussi vieille peut-être que la mémoire humaine. Ou plutôt, c'est pour cette raison même qu'on l'a passée jusqu'à présent sous silence. Peut-être, en effet, n'a-t-elle pas place parmi les sciences humaines ni à côté d'elles. Il est probable qu'elle entretient avec elle tout un rapport étrange, indéfini, ineffecable et plus fondamental que ne le serait un rapport de voisinage dans un espace commun. Il est vrai que l'histoire a existé bien avant la constitution des sciences humaines. Depuis le fond de l'âge grec, elle a exercé dans la culture occidentale de certain nombre de fonctions majeures: mémoire, mythe, transmission de la parole et de l'exemple, véhicule de la tradition, conscience critique du présent, déchiffrement du destin de l'humanité, anticipation sur le futur ou promesse d'un retour. Ce qui caractérisait cette histoire, ce qui de moins peut la définir, en ces traits généraux, par opposition à la nôtre, c'est qu'en ordonnant le temps des humains au devenir du monde, dans une sorte de grande chronologie cosmique comme chez les stoïciens, ou inversement en
étendant jusqu'aux moindres parcelles de la nature le principe et le mouvement d'une destination humaine, et pour à la manière de la providence chrétienne. On concevait une grande histoire lisse, uniforme en chacun de ces points qui auraient entraîné dans une même dérive, une même chute, ou une même ascension, un même cycle, tous les hommes et avec eux les choses, les animaux, chaque être vivant ou inerte, ou jusqu'aux visages les plus calmes de la terre. Or, c'est cette unité qui s'est trouvée fracturée au début du XIXe siècle, dans le grand bouleversement de l'épistème occidentale. On a découvert une historicité propre à la nature. On a même défini pour chaque grand type de vivant des formes d'adjustement au milieu qui allant permettre de définir par la suite son profil d'évolution. Bien plus, on a pu montrer que des activités aussi singulièrement humaines que le travail ou le langage des ténéants en elles-mêmes une historicité qui ne pouvait pas trouver sa place dans le grand récit commun aux choses et aux hommes. La production a des modes de développement, le capital des modes d'accumulation, les prix des lois d'oscillation et de changement qui ne peuvent ni se rabattre sur les lois naturelles, ni se réduire à la marche générale de l'humanité. De même, le langage ne se modifie pas tellement avec les migrations, le commerce et les guerres, au gré de ce qui arrive à l'homme ou à la fantaisie de ce qu'il peut inventer, mais sous des conditions qui appartiennent en propre aux formes phonétiques et grammaticales dont il est constitué. Et si on a pu dire que les divers langages naissants, vivants, perdant de leur force en vieillissant et finissant par mourir, cette métaphore biologique n'est pas faite pour dissoudre leur histoire dans un temps qui serait celui de la vie, mais plutôt pour souligner qu'ils sont eux aussi des lois internes de fonctionnement et que leur chronologie se développe selon un temps qui relève d'abord de leur cohérence singulière. On incline d'ordinaire à croire que le XIXe siècle, pour des raisons en majeure partie politiques et sociales, a porté une attention plus aiguë à l'histoire humaine, qu'on a abandonné l'idée d'un ordre ou d'un plan continu du temps. C'est également d'un progrès ininterrompu et qu'en voulant
raconter sa propre ascension. La bourgeoisie a rencontré dans le calendrier de sa victoire l'épaisseur historique des institutions, le pesanteur des habitudes et croyances, la violence des luttes, l'alternance des succès et des échecs. Et on suppose qu'à partir de là, on a étendu l'historicité découverte en l'homme aux objets qu'il avait fabriqués, au langage qu'il parlait, et plus loin encore à la vie, l'étude des économies, l'histoire des littératures et des grammaires, enfin de compte l'évolution du vivant, ne serait rien que l'effet de diffusion sur des plages de la connaissance de plus en plus lointain. Plus en plus lointain, d'une historicité découverte d'abord en l'homme. C'est en réalité le contraire qui s'est passé. Les choses ont reçu d'abord une historicité propre qui les a libérés de cet espace continu qui leur imposait la même chronologie qu'aux hommes. Si bien que l'homme s'est trouvé comme dépossédé de ce qui constituait les contenus les plus manifestes de son histoire. La nature ne lui parle plus de la création ou de la fin du monde, de sa dépendance ou de son prochain jugement. Elle ne parle plus que d'un temps naturel. Ses richesses ne lui indiquant plus l'ancienneté ou le retour prochain d'un âge d'or. Elle ne parlant plus que des conditions de la production qui se modifient dans l'histoire. Le langage ne porte plus les marques d'avant Babel ou des premiers cris qui ont pu retenir dans la forêt. Il porte les armes de sa propre filiation. L'être humain n'a plus d'histoire, ou plutôt, puisqu'il parle, travaille et vit, il se trouve, et son être propre, tout enchevêtré à des histoires qui ne lui sont ni subordonnées ni homogènes, par la fragmentation de l'espace, où s'étendait continuellement le savoir classique, par l'enroulement de chaque domaine, ainsi affranchi sur son propre devenir. L'homme qui apparaît au début du XIXe siècle est déshistoricisé. Et les valeurs imaginaires qu'a pris alors le passé, tout le élo lyrique qui a entouré à cette époque la conscience de l'histoire, la vive curiosité pour les documents ou les traces
que le temps a pu laisser derrière lui. Tout ceci manifeste en surface le fait nu que l'homme s'est trouvé vide d'histoire, mais qu'il était déjà à la tâche pour retrouver au fond de lui-même. Et parmi toutes les choses qui pouvaient encore lui renvoyer son image, les autres s'étant tues et repliées sur elles-mêmes, une historicité qui lui fut liée essentiellement. Mais cette historicité est tout de suite ambiguë, puisque l'homme ne se donne au savoir positif que dans la mesure où il parle, travaille et vit. Son histoire pourra-t-elle être autre chose que le nude inextricable de temps différents qui leur sont étrangers et qui sont hétérogènes les unes aux autres? L'histoire de l'homme sera-t-elle plus qu'une sorte de modulation commune au changement dans les conditions de vie, climat, fécondité du sol, mode de culture, exploitation des richesses, aux transformations de l'économie et par voie des conséquences de la société des institutions et à la succession des formes et des usages de la langue? Mais alors l'homme n'est pas lui-même historique, le temps lui venant d'ailleurs que de lui-même. Il ne se constitue comme sujet d'histoire que par la superposition de l'histoire des êtres, de l'histoire des choses, de l'histoire des mots. Il est soumis à leur pur événement, mais aussitôt ce rapport de simple passivité se renverse, car ce qui parle donne le langage. Ce qui travaille et consomme dans l'économie, ce qui vit dans la vie humaine, c'est l'homme lui-même. Et à ce titre, il a droit lui aussi à un devenir tout aussi positif que celui des êtres et des choses, non moins autonomes, et peut-être même plus fondamental. N'est-ce pas une historicité propre à l'homme et l'inscrit profondément dans son être, qui lui permet de s'adapter comme tout vivant et d'évoluer lui aussi, mais grâce à des outils, à des techniques, à des organisations qui n'appartiennent à aucun autre vivant, qui lui permettent d'inventer des formes de production, de stabiliser, de prolonger ou d'abréger la validité de lois économiques par la conscience qu'il en prend et par les institutions qu'il aménage à partir d'elle ou autour d'elle, qui lui permettent enfin d'exercer sur le langage, en chacune des paroles qu'il prononce, une sorte de pression intérieure constante qui insensiblement le fait glisser sur lui-même en chaque instant du temps. Ainsi apparaît derrière l'histoire des positivités, celle plus radicale de l'homme lui-même. Histoire qui concerne maintenant l'être même de l'homme, puisqu'il s'avère que non seulement il a autour de lui de l'histoire,
mais qu'il est lui-même en son historicité propre, ce par quoi se dessine une histoire de la vie humaine, une histoire de l'économie, une histoire des langages. Il y aurait donc à un niveau très enfoncé une historicité de l'homme qui serait à elle-même sa propre histoire, mais aussi la dispersion radicale qui font toutes les autres. C'est bien cette érosion première que le 19e siècle a cherché dans son souci de tout historicier. D'écrire à propos de toute chose une histoire générale, de remonter sans cesse dans le temps et de replacer les choses les plus stables dans la libération du temps. Là encore, il faut sans doute réviser la manière dont on écrit traditionnellement l'histoire de l'histoire. On a l'habitude de dire qu'avec le 19e siècle a cessé la pure chronique des événements, la simple mémoire d'un passé peuplé seulement d'individus et d'accidents, et qu'on a cherché les lois générales du devenir. En fait, nulle histoire ne fut plus explicative, plus préoccupée de lois générales et de constantes que celle de l'âge classique. Lorsque le monde et l'homme d'une seule tenante fait encore en une histoire unique. À partir du 19e siècle, ce qui vient à la lumière, c'est une forme nue de l'historicité humaine. Le fait que l'homme, en tant que tel, est exposé à l'événement. De là, le souci soit de trouver de loi à cette pure forme. Et ce sont des philosophies comme celle de Spengler, soit de la définir à partir du fait que l'homme vit, que l'homme travaille, que l'homme parle et pense. Et ce sont interprétations de l'histoire à partir de l'homme envisagé comme espèce vivante, ou à partir de lois de l'économie, ou à partir des ensembles culturels. En tout cas, cette disposition de l'histoire dans l'espace épistémologique est d'une grande importance pour son rapport aux sciences humaines. Puisque l'homme historique, c'est l'homme vivant, travaillant et parlant, tout continu de l'histoire, quel qu'il soit, relève de la psychologie, de la sociologie ou des sciences du langage. Mais, inversement, puisque l'être humain est devenu de part en part historique, aucun des contenus analysés par les sciences humaines ne peut rester stable en lui-même ni échapper au mouvement de l'histoire, et ceci pour deux raisons. Parce que la psychologie, la sociologie, la philosophie, même quand on les applique à des objets, c'est-à-dire à des hommes,
qui leur sont contemporains ne visant jamais que des coupes synchroniques à l'intérieur d'une historicité qui les constitue et les traverse. Parce que les formes prises successivement par les sciences humaines, le choix qu'elles font de leur objet, les méthodes qu'elles leur appliquent sont données par l'histoire. Les choix qu'elles font de leur objet, les méthodes qu'elles leur appliquent sont données par l'histoire, sans cesse portées par elle et modifiées à son gré. Plus l'histoire essayait de dépasser son propre enracinement historique, plus elle fait d'efforts pour rejoindre par-delà la relativité historique de son origine et de ses opinions, la sphère de l'universalité. Plus clairement, elle porte les stigmates de sa naissance historique. Plus évidemment apparaît à travers elle l'histoire dont elle-même fait partie. Et là encore, Spengler et tous les philosophes de l'histoire en portant témoignage. Inversement, mieux elle accepte sa relativité, plus elle s'enfonce dans le mouvement qui lui est commun avec ce qu'elle raconte, plus alors elle tend à la minceur de récit et tout le contenu positif qu'elle se donnait à travers les sciences humaines se dissipe.